Moi, j'ai déclaré une apte au travail suite à mes multiples traumas. J'ai eu 8 opérations de la jambe gauche. Je suis encloué maintenant. Quand l'Université de Montréal m'a exposé que ça serait dans l'enseignement maintenant, j'ai dit « Ah oui, 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 ça a marché et puis ça a fait des miracles pour moi. » Mais c'est ma nouvelle vocation, ça. Je suis très bien raide, là. Comme professionnel de la santé et comme patient, on vit le système de santé de façon assez différente. Les patients partenaires ont une trajectoire, ont une vision globale du système de santé et des services sociaux. Ils peuvent donc apporter des angles morts qui sont parfois oubliés par les professionnels de la santé. C'est bon de façon globale pour que le patient se sente inclus et se sente responsabilisé et se sente heureux dans ses soins. En ce moment, les étudiants sont en atelier. On appelle ça nos ateliers interprogrammes. Nous avons 1500 étudiants de 13 programmes de la santé et des services sociaux qui apprennent en même temps la collaboration et le partenariat patient d'une façon un peu particulière. L'interprofessionnalisme, ça s'enseigne dans toutes les universités. La grande distinction de l'Université de Montréal, c'est de le faire avec les patients partenaires. La formation partenaire, c'est un incontournable dans les programmes de santé et de services sociaux parce que travailler ensemble, collaborer, entrer en relation avec nos collègues, nos patients, nos usagers, etc., c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, mais ça s'apprend, ça se travaille. C'est un atelier où est-ce qu'on parle chacun de différents cas qu'on a vécus dans nos expériences de stage ou en clinique. Puis c'est des cas où est-ce qu'il y avait peut-être des enjeux relationnels. Fait qu'on peut vraiment discuter puis discuter des choses plus difficiles qu'on a vécues ou ce qu'on a trouvé comme solution. La formation partenaire est géniale. Je trouve que ça devrait être intégré dans tous les programmes de santé. On essaie de donner nos meilleurs soins possibles, mais des fois, c'est pas toujours facile. Donc, avoir le feedback d'un patient, leur expérience, c'est fondamental. Ce cours-là nous permet de savoir qu'il y a d'autres aspects que l'aspect clinique et l'aspect juste le corps du patient, mais il y a aussi les émotions. Il y a aussi d'autres personnes qui sont impliquées dans le soutien du patient. D'avoir le point de vue tant des personnes de la pharmacie que la médecine, que les travailleurs sociaux, ça donne vraiment une vision plus ample et globale de la personne et se rendre compte que tout le monde a un même objectif, c'est la santé de la personne. Ça ajoute une expérience qu'on n'a pas toujours accès à l'école parce que bien souvent on va travailler, oui, en interdisciplinarité, donc on a l'opinion de plusieurs professionnels, mais de savoir l'expérience qu'eux apportent en tant que patients, partenaires avec nous, bien, ils ont une très belle expérience qui nous permet d'enrichir les échanges. Moi, comme médecin de famille, la formation partenaire a une touche très particulière pour moi parce que j'ai fait partie des premières cohortes il y a 15 ans qui commençaient avec les cours de la formation partenaire. Et puis, ça a complètement changé mon rapport à la pratique. Ça a complètement changé ma conception des relations de soins. Je pense que quand on commence notre médecine, on a vraiment conscience que le système de santé, c'est grand, mais ça reste très nébuleux de voir quelles sont les différentes façons de raconter le système de la santé, de le vivre, de l'expérimenter. Et donc, cette pluralité la perspective, ça nous permet au final d'apprendre et nous-mêmes de se développer en tant que soignants, mais aussi en tant que personne un petit peu. Chers doyens, chères doyennes, chers co-animateurs, patients partenaires et cliniciens et distingués invités, à titre de coprésidente de la formation partenaire, Isabelle Croteau et moi-même, Annie Descoteaux, nous sommes heureuses de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence organisée par la formation partenaire, le curriculum interfacultaire de l'enseignement de la collaboration interprofessionnelle et du partenariat patient de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, ici même, au campus Centre-Ville, ainsi qu'au pavillon Jean Coutu sur la montagne, plus de 1500 étudiants et étudiantes de troisième année, issus de disciplines variées des sciences de la santé et des services sociaux, ont été réunis. Guidés par des duos de formateurs, qui sont les patients partenaires et les cliniciens de terrain, ils ont pris part à une activité immersive de collaboration. Au cœur de cette expérience, la complexité. Les étudiants et les étudiantes ont travaillé à partir de situations authentiques, tirées de leurs expériences cliniques pour revisiter ces enjeux à la lumière d'une pluralité de perspectives, celles de leurs pairs issus des différents programmes, celles des patients partenaires et celles des professionnels de la santé et des services sociaux. Ces échanges ont permis d'élargir leur horizon, d'approfondir leur compréhension et de les préparer à la collaboration indispensable qui marquera leur pratique future. C'est dans ce même esprit que nous vous convions ce soir à une conférence portant sur un enjeu majeur et plus actuel que jamais,
Soigner sans adresse, la collaboration en contexte d'itinérance. Cette conférence n'a pas pour objectif de proposer des solutions toutes faites à un problème complexe. Elle vise plutôt à offrir un espace de réflexion collective afin d'explorer un enjeu complexe en mobilisant la diversité des regards qui nous entourent. Nous vous souhaitons donc à tous une excellente conférence. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Patrick Cossette, doyen de la Faculté de médecine, à prendre la parole. Merci beaucoup à vous deux. Bonjour à toutes, à tous. Vraiment un plaisir de vous accueillir, chers collègues, doyens, doyennes, professeurs, patients, partenaires, chers invités. Grand plaisir de vous accueillir ici à la formation partenaire. Comme on a mentionné, c'est un enjeu à la fois urgent et complexe, la collaboration en contexte d'itinérance. La hausse marquée de l'itinérance au Québec montre à quel point c'est important de travailler ensemble, de joindre nos forces entre les milieux de la santé, les services sociaux, communautaires, municipaux, pour permettre de bâtir des solutions durables. Et comme vous tous, on se pose des questions. Comment cette collaboration peut-elle favoriser des interventions à la fois plus humaines, plus efficaces? Quelles actions collectives on peut poser pour assurer la santé et la sécurité des personnes en situation d'itinérance? Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce soir, c'est de contribuer à cette réflexion sur cet enjeu de santé publique avec la perspective de nos programmes de formation à l'Université de Montréal. Je pense qu'on a bien rappelé la collaboration, c'est au cœur même de la formation partenaire que l'on offre à l'Université de Montréal depuis maintenant 15 ans. Et l'objectif très simple pour nos étudiants, c'est de leur montrer comment travailler ensemble, entre les professions, entre les facultés, avec et pour les patients. Aujourd'hui, la formation partenaire réunit 13 programmes de 5 facultés et écoles. Elle mobilise plus de 250 co-animateurs, des patients partenaires, des cliniciens et des cliniciennes, et ça rejoint éventuellement plus de 5000 étudiants et étudiantes à chaque année. Au cœur de la démarche se trouve un concept de patient partenaire, donc qui reconnaît la personne soignée comme un membre à part entière de l'équipe avec ses propres savoirs et ses propres expériences. Et ce concept-là a été initié ici même à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et a donné naissance à ce qu'on appelle le modèle de Montréal, une approche humaniste qui a fait école dans les facultés de médecine et aussi les unités de soins au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Alors ce soir, c'est dans cet esprit de partenariat qu'on vous propose d'aborder le thème de notre rencontre « Soigner sans adresse ». Et pour enrichir notre réflexion, nous avons le privilège d'introduire, j'aurai le privilège d'introduire notre premier conférencier, M. Fadi Daguerre, directeur du service de police de la Ville de Montréal. M. Daguerre a plus de 30 ans d'expérience et il s'est distingué par son leadership rassembleur, une approche très humaine du métier de policier. D'abord au service de la police de la Ville de Montréal, un petit passage à Longueuil aussi, où il a piloté plusieurs dossiers majeurs comme la santé mentale, la prévention, profilage racial, social, radicalisation et la collaboration avec les milieux communautaires. Fadi Daguerre, comme vous savez, est directeur du service de police de la Ville de Montréal depuis 2023, reconnu pour son approche novatrice de la police de proximité, pour sa capacité à tisser des liens avec différents partenaires et pour sa vision d'une police plus humaine et plus inclusive. Je connais Fadi depuis un petit moment, vous allez pouvoir le constater par vous-même, c'est un communicateur hors pair, très enthousiaste, un conférencier très recherché. On est très chanceux, privilégié de l'avoir avec nous ce soir. Il a même retardé ses vacances un petit peu pour être avec nous. On est très reconnaissant. Monsieur Daguerre, je pense qu'il retarde ses vacances depuis 3 ans, mais bon... ça fait plaisir d'entendre qu'il est présent ici avec nous. Donc, un grand merci, Fadi, je me permets de t'appeler comme ça, d'être présent avec nous pour nous aider à réfléchir sur la manière de soigner sans adresse. Sans adresse, oui, c'est ça. De façon à droite, j'espère, mais sans adresse, avec humanité, intelligence et courage. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne conférence, une excellente soirée. Il y aura un petit cocktail offert après aussi la conférence pour tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus. Bonjour tout le monde. Merci Patrick. C'est moi qui ai privilégié d'être ici. Mais je vais le dire, Patrick et moi, on se connaît du côté plus personnel parce que ma fille est épileptique. Donc son premier médecin a été Lionel Carman. Là, après, ça a été Patrick. Fait que...
on est resté dans la famille. Mais c'est plus loin, c'est plus profond ce qui s'est passé entre Patrick et moi il y a quelques années. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. J'ai vraiment hâte d'écouter Olivier, puis malheureusement, après, je vais devoir vous quitter parce que Olivier Farmer, quand il va vous parler un peu de sa passion, son approche, beaucoup de choses que je vais vous dire présentement ont été inspirées. Olivier, ça fait des années que tu étais sur les comités du SPVM, ça fait plusieurs années. Puis à écouter de ces spécialistes-là faire des approches aussi humaines m'ont énormément inspiré. La raison principale pourquoi je suis ici parmi vous, puis c'est vrai, j'ai pas eu de vacances, j'ai eu 4 jours de vacances cette année, j'arrête pas de les reporter, c'est exactement ce que tu as mentionné tout à l'heure, Patrick. 15 ans que le programme existe, je ne le savais pas. 13 programmes, 15 années de cette formation-là, 5300 étudiants qui sont rejoints, 5 facultés, une école. Franchement, je ne sais pas s'il y a des doyens dans la salle ici qui ont fait en sorte que c'était faisable. Bravo. Bravo, parce qu'il y a quelques années, j'ai approché Patrick, on discutait ensemble de son déménagement sur Maisonneuve. J'ai dit, quelle idée de venir dans le Bronx, du quartier. Puis, j'ai aucun préjugé, au contraire, j'adore le centre-ville, c'est là où je travaille le plus. Mais voir la faculté de médecine arriver au centre-ville, j'ai dit, Patrick, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle parce que la police, le SPVM et aussi à Longueuil, on avait créé certains programmes. Pour ceux qui se rappellent des événements tragiques qu'on a eus en 2011, moi je vous reviens en 2008-2009, le SPVM avait créé le programme MRI, j'étais impliqué là-dedans. Par la suite, il y a eu un événement tragique du jeune Limoges, ici au centre-ville, où un de nos policiers a dû faire feu sur une personne en itinérance et qui a eu une innocente victime qui se dirigeait justement à l'hôpital pour travailler, qui est ricoché d'une balle. Puis à ce moment-là, je peux vous dire, j'avais rencontré la famille et ça a été une période extrêmement difficile de pouvoir faire face à la famille pour leur expliquer, écoutez, il est arrivé cet événement-là. Puis là, on s'est mis à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Comment on peut travailler différemment? Donc parfois, c'est par des moments tragiques que se créent des initiatives ou des partenariats impromptus, complètement. Là, vous m'auriez dit, il y a 35 ans, ça fait 35 ans que je suis dans la police, que je serais devant des médecins. Je dis, de quoi tu parles? Si vous m'auriez dit, on a créé ESUP, le projet ESUP en 2012, un policier et un travailleur social dans les véhicules ensemble pour répondre aux appels d'urgence de santé mentale, qui aurait pensé? Quel syndicat aurait accepté ce genre d'approche-là? Pourquoi je vous en parle? Parce que lorsqu'on a mis Immersion en place à Longueuil, puis on l'a mis à Montréal, personne n'y croyait. Et pourtant, Immersion, c'est 4 à 5 semaines de formation des policiers sans uniforme, sans armes, dans la communauté, dans les communautés, autant au niveau de la santé mentale, violence conjugale, itinérance, pour les faire comprendre le code de la rue, pour effectivement humaniser l'approche, pour qu'effectivement qu'ils comprennent que la judiciarisation ne sert à rien. C'est beaucoup plus la déjudiciarisation et trouver des partenaires, des solutions, parce qu'il n'y a pas un policier qui est profondément confortable de travailler en santé mentale. On n'est pas des experts de la santé mentale. On ne peut pas et on ne va pas devenir des experts. Mais le partenariat avec des experts en santé mentale, là, fait toute la différence. Notre terrain de jeu, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est tout le temps dans des événements de crise. Et j'en ai marre de répondre à des crises. Ce que j'aimerais beaucoup collectivement, c'est qu'on puisse être là en amont, bien avant. Alors, comment humaniser la police? C'était une des manières qu'on a mis en place. Les familles qui nous ont reçus et les partenaires qui nous ont reçus au tout début, tout le monde refusait. Personne ne voulait voir la police chez eux à la maison ou dans leur groupe communautaire. Il y a une méfiance envers la police. Puis je suis le premier à le dire, le lien de confiance est très fragile dans certains groupes de la population. Mais je suis très fier de vous dire que depuis 2019 qu'existe Immersion à Longueuil, puis maintenant depuis 2023, les partenaires qu'on a approchés, au début étaient très réfractaires. À Longueuil, 95% d'entre eux reviennent à chaque année. Ils veulent revoir les jeunes, les recrues ou les policiers et les policières. À Montréal, on vit à peu près le même phénomène. Mais ici, c'est juste les recrues. Mais toutes les recrues qui rentrent à Montréal s'en vont en immersion. Puis là, Patrick et moi, on discutait. Puis là, j'ai dit, Patrick, là, tu as renouvelé ton mandat. Félicitations. Là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les 5 prochaines années pour influencer la médecine au Québec? Et là, je m'inspirais exactement d'Olivier. Comment on fait en sorte que les services
se rendent sur le terrain. Les personnes dans le besoin, vous le savez bien, vont rarement au service. Très rarement. Surtout ceux qui sont dans le besoin. Mais comment on fait pour que le service se rende sur le terrain puis soigne les personnes? Tout à l'heure, Olivier va en parler sûrement. Mais pour moi, c'est ça qui est le plus pertinent dans les futures années. Ce qui est prometteur, c'est si le citoyen dans le besoin puisse recevoir le service chez lui à domicile, ou dans la rue, ou dans un campement, ou dans un endroit où il a besoin de recevoir ce service-là, et qu'il y ait un suivi par la suite. Je vais vous donner un exemple. Présentement, on a uni 2 postes de quartier, le 21 et le 22. Bien sûr, on continue à répondre aux urgences, mais comme je vous dis tantôt, on ne peut pas se permettre à 850 millions de budget comme SPVM de continuer à être en réactif. Un appel de 911, un véhicule qui se déplace. Moi, à chaque fois qu'on se déplace sur un appel, là je suis dans le domaine de la médecine, pour moi c'est un cancer. Je réponds à un cancer, puis je donne un peu de traitement, un peu de chimio, un peu de radio, puis j'espère que ça va fonctionner. Puis parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas du tout. On doit retourner et retourner et retourner. Mais comment de manière proactive on peut être sur le terrain afin d'éviter non pas le symptôme, mais la cause du symptôme avant les événements? Puis c'est faisable. Je vous dis, on a des exemples très, très, très concrets où on avait des appels à des endroits avec des personnes répétitifs sans arrêt pendant des années. On a instauré une approche terrain avec les services policiers et d'autres partenaires. Puis bien sûr, il y a tout l'aspect confidentialité où le policier recule, puis le partenaire avance, puis à ce moment-là, ça reste très confidentiel. On n'est plus jamais retourné à des adresses. Ce n'est pas du 50%, 60% des réussites, c'est du 100%. Du coup, qu'est-ce que ça fait pour la société? Ça fait en sorte qu'il y a 2 policiers de moins qui interviennent. Ça fait en sorte qu'il y a un urgentologue de moins qui intervient, une infirmière spécialisée de moins qui intervient, peut-être une incarcération qui n'est pas du tout nécessaire, une détention qui n'est pas du tout nécessaire, un juge qui n'est pas du tout nécessaire. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et pour moi, c'est ça que je veux qu'on instaure ensemble. Alors, j'ai dit à Patrick, j'ai dit, Pat, combien de médecins par année sortent dans ta faculté? Il dit environ 400. Tu as combien de psychiatres qui sortent par année? Une trentaine, quarantaine. J'ai dit, imaginons, c'est là que je vais vous amener avec moi. J'ai dit, imaginons que moi j'ai mis 40 à 50 policiers au centre-ville, patrouille à pied, le moins coercitif possible. Parfois on a des crises, on n'a pas le choix, mais le plus possible en relation avec des partenaires. Groupe communautaire, psychiatre, tout ça. J'ai dit, imagine-toi, si tu envoies sur le terrain, à chaque année, un groupe de futurs médecins, infirmières ou d'autres, surtout des psychiatres, en formation de 4 à 5 semaines en immersion avec un policier. Imagine-toi ce qui va se passer, surtout des résidents qui peuvent diagnostiquer. Puis ça, j'étais inspiré beaucoup d'Olivier. T'imagines, tu fais ça pendant 10 ans, une quarantaine, ça fait 400 futurs psychiatres ou des domaines très collés à ça, qui pourraient faire la différence, changer leur approche et être beaucoup plus sur le terrain dans la communauté. On n'a pas besoin d'investissement. Oui, peut-être un peu, mais on n'a pas besoin d'attendre ni le fédéral, ni le provincial, ni le municipal. Entre facultés et certains organismes comme la police et d'autres, bien sûr, je suis convaincu qu'on peut faire la différence. Puis c'est ça un peu que j'ai lancé à Patrick. Puis tu as commencé, tu nous as envoyé une dizaine de personnes qui sont venues en stage chez nous. Puis nos policiers ont adoré parce qu'on ne connaît rien dans ce domaine-là. On a énormément appris. Donc, il ne s'agit pas juste d'être avec les policiers. Nous, on apprend. Mais on est surtout appuyé par des experts. Puis du coup, on vous montre un aspect du terrain que vous ne voyez pas nécessairement. Comme je vous l'ai dit, à 24 sur 24, de 7 jours sur 7, on est sur le terrain. Présentement, à l'heure que je vous parle, à 2-3 heures du matin, un appel d'urgence pour une personne en situation d'itinérance qui est en crise. On va le faire embarquer où? Dans le véhicule. Vous ne pensez pas que c'est traumatisant pour lui? Et une fois qu'il est dans le véhicule, moi, je cherche un refuge. Je ne veux pas l'amener en détention. Combien de temps ça peut me prendre? Chaque soir, là, chaque nuit, combien de temps ça peut me prendre? 3 à 4 heures. Et si je ne trouve pas, qu'est-ce que je fais? Je le redépose à un autre endroit. Je n'ai pas trouvé de solution. Puis ça, c'est pas tenable. C'est vraiment pas tenable. Les overdoses, je vais clore là-dessus. En 2023, je pense que nous avons eu des décès en overdose, 72. En 2024, 120 dans la rue. C'est presque du 50%. Alors,
on peut vouloir dire qu'on va travailler ensemble. Je pense que concrètement, sur le terrain, on peut vraiment commencer à influencer tout de suite nos professions respectives pour vraiment bâtir le village. Je parle souvent d'un village. Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis né et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. C'est le village qui éduque un enfant, c'est le village qui prend soin des gens. Ce n'est pas un corps de police, ce n'est pas un métier, c'est vraiment tous ensemble. Donc, c'est un appel que je vous fais. C'est une porte ouverte pour les quarantaines, cinquantaines de policiers au centre-ville qui sont libérés à faire juste le plus possible de relations d'aide, puis trouver des solutions, qu'on crée des navettes, qu'on ait des professionnels dans les navettes et qu'on puisse éviter tout le système juridique et par la suite médical, les urgences et tout. Je pense qu'on est vraiment capable, vraiment capable. C'est le défi que je vous envoie. Mais je vois déjà que Patrick nous a envoyé une dizaine de personnes pour venir voir. Là, il faut l'amorcer. Puis il faut que ça bouge vite parce que l'hiver s'en vient. Mais on peut faire des initiatives terrain très rapides. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Daguerre, et merci pour cette allocution, mais surtout d'avoir reporté vos vacances pour être présent avec nous. C'est vraiment très apprécié. Merci. Et qui est donc cet Olivier auquel vous faites référence? Donc, j'aimerais poursuivre notre regard interdisciplinaire avec Olivier Farmer. Olivier Farmer est médecin psychiatre à l'hôpital Notre-Dame et professeur agrégé de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Au CHUM, à l'hôpital Notre-Dame, il s'est joint à une équipe de suivi intensif dans la communauté, puis a développé des équipes spécialisées dans le suivi des personnes en situation d'itinérance en collaboration avec la mission Oldbury. Le programme PRISM, projet de réaffiliation en itinérance et en santé mentale en 2013, et le SII, suivi intensif en itinérance en 2016. Ces équipes ont permis à des centaines de personnes avec des problèmes de santé mentale de sortir de l'itinérance. Olivier Farmer a aussi plaidé pour la mise en œuvre d'alternatives à l'hospitalisation pour la clientèle psychiatrique générale. Il a consacré presque l'entièreté de sa carrière à développer des services de proximité pour les clientèles psychiatriques vulnérables. Nous invitons donc maintenant Olivier Farmer à venir prendre parole. Merci beaucoup, Fadi, aussi. Très belle allocution. Je prendrai peut-être la balle au bon. Moi, je suis une créature de l'hôpital à la base, mais j'ai cherché beaucoup à m'en affranchir. Et une des raisons pour lesquelles j'ai cherché à m'affranchir de l'hôpital, c'est que c'est une structure fondamentalement hiérarchique. Alors, dans la hiérarchie, il y a des gens qui sont en haut et il y a des gens qui sont en bas. Et je pense que les patients partenaires qui sont avec nous vont s'identifier au fait que les gens sont en bas de la hiérarchie. Quand il y a une hiérarchie dans un hôpital, c'est les gens qui se font dire quoi faire par tout le monde, y compris la personne qui fait le ménage, qui dit « tasse-toi de là ». Et pour moi, c'est un des aspects tellement difficiles du travail. Et une façon de m'en affranchir, ça a été vraiment d'essayer de sortir de l'hôpital et sortir les patients de l'hôpital aussi, même quand ils sont dans un moment aigu de leur vie. Le même épisode auquel Fadi fait référence, le décès de Patrick Limoges, mais il y avait aussi le décès de l'autre personne qui était impliquée. Il y a eu M. Mohammadi, il y a eu M. Magloire. Donc, sur une période de 2-3 ans, il y a eu plusieurs incidents qui nous ont profondément choqués, pour lesquels les policiers ont reçu du blâme, mais en même temps où il fallait faire une reconnaissance de dire mais c'était un échec global, c'était un échec du village et c'était un échec entre autres du réseau de la santé. Et la santé avait des œillères, ne voyait pas ces personnes-là, ce n'étaient pas des patients. Donc on ne pouvait pas être en partenariat avec elles, on ne savait même pas qu'ils existaient. On ne savait qu'ils existaient tout juste parce qu'ils venaient à l'urgence, puis on les voyait, puis là peut-être qu'on traitait un peu, puis après ils repartaient. Comme je disais, ils partaient dans le maquis parce qu'on ne savait pas où aller, parce qu'on n'avait aucune façon de les rejoindre. Mais les refuges savaient où ils étaient parce qu'ils étaient chez eux. Ils les voyaient être malades. Et là, ils essayaient de les envoyer à l'hôpital pour qu'ils aient des soins. Alors, on était comme un manchot et un cul-de-jatte. En tout cas, quelqu'un pas de bras, quelqu'un pas de jambes. Personne n'avait les moyens vraiment de faire quelque chose de suivi, de pertinent, d'utile pour cette personne-là. Et on n'avait même pas une conscience de qu'est-ce que
eux voulaient, c'était quoi leurs besoins réellement. Il n'y avait jamais vraiment une analyse de ça. Alors, c'est là que le partenariat est devenu tellement intéressant. Et le partenariat était vraiment un exercice pas facile, parce que les organismes communautaires viennent d'une tradition un peu antipsychiatrique. Il y a eu à différents niveaux, mais il y avait quand même beaucoup de barrières à franchir. Et le réseau est soumis à toutes sortes de pressions. On a toujours peur de mal faire, de se faire poursuivre, de dépenser de l'argent de travers. Donc, il y a vraiment fallu faire tout un travail pour mettre de l'eau dans son vin, chacun de son côté, et se mettre à niveau. Vraiment de se mettre à niveau. Et de dire, c'est quoi votre expertise, votre réalité, c'est quoi notre expertise, notre réalité. Et les personnes qui sont en situation d'itinérance, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles sont où? Elles ont besoin de quoi? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Et donc, d'être à l'écoute de ça. Et c'est dans ce sens-là que c'est devenu assez clair, quand même, que la majorité des gens qui sont en situation d'itinérance ne souhaitent pas être en situation d'itinérance. La grande majorité. Il y a de tout dans le monde, donc il y a des gens peut-être qui voient des aspects positifs à ça, mais la grande majorité ne veulent pas. Donc, s'ils ne veulent pas être en situation d'itinérance, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? On peut leur offrir un chemin vers le logement. Et le chemin vers le logement, ça a été vraiment la clé de voûte de la collaboration, parce que c'est quelque chose sur lequel tout le monde peut s'entendre. La personne visée par les services peut s'entendre là-dessus, le refuge peut s'entendre là-dessus, et le réseau peut s'entendre là-dessus. Tout le reste, ça devient des outils, ça devient des éléments secondaires. Et donc, on a mis en place les outils qu'il fallait pour pouvoir arriver à nos fins. Et donc, ça a pris d'autres collaborations. Parce que, par exemple, on décrit le prisme. Qu'est-ce que c'est le prisme? Ce sont des lits. C'est un dortoir dans un refuge avec un travailleur social à temps plein, un psychiatre à temps très partiel, une infirmière, un travailleur du refuge, toutes dans la même équipe. Donc, c'est des équipes interorganisationnelles, interdisciplinaires, mais aussi interorganisationnelles, où on travaille ensemble, vraiment ensemble, autour de la personne. Et on a besoin de gens en amont, on a besoin des gens comme Fadi qui vont nous référer, trouver, voir c'est qui les personnes qui vont les identifier, les repérer, faire un démarchage, dire il y a un programme, on va t'emmener. Et ça prend des gens en aval, des gens qui vont pouvoir amener les gens vers le logement, l'habitation. Donc tout ça crée tout un espèce de réseau de collaboration. Et c'est tellement intéressant parce qu'on était dans nos solitudes respectives. Et dans la solitude respective, ce qu'on ne voyait pas du tout, c'était les besoins et les réalités de la personne en situation d'itinérance. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que tout l'écosystème est en train de se transformer. Je veux dire, cette transformation a été une transformation pour le réseau. Donc, moi, je continue de travailler à l'hôpital. Donc, quand les gens qui sont en situation d'itinérance ont besoin des services hospitaliers, je prends le téléphone, j'appelle les collègues, j'organise que la personne puisse avoir un épisode à l'hôpital, mais peut-être dans les meilleures conditions qu'autrement. Et en même temps... Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Donc, je donne accès à l'hôpital et en même temps, ils ont accès au refuge, ils ont accès à l'ensemble des choses dont ils ont besoin. Alors, voilà. L'écosystème, c'est ça. Donc, pour le refuge, il y a aussi eu des transformations parce que le refuge s'est rendu compte aussi, dans la collaboration, qu'il y avait une trajectoire à dessiner. Il y avait un après, il y avait un avant, il y avait un après. Il fallait amener la personne à travers toutes sortes de processus. L'argent, avoir un revenu, avoir des pièces d'identité, l'amener vers le logement. Une fois qu'ils sont dans le logement, s'assurer qu'ils ont tous les soutiens nécessaires pour garder leur logement. Alors tout ça, ça fait toute une transformation de l'écosystème. Maintenant, le refuge fait toutes sortes de choses différentes. Le réseau fait toutes sortes de choses différentes. Après avoir fait tout ce travail de proximité avec les personnes en situation d'itinérance, je me suis rendu compte que monsieur et madame tout le monde aussi n'aiment pas l'expérience hospitalière, n'aime pas vivre sa manie ou sa dépression à l'urgence. Donc, on essaie aussi d'amener toute cette approche de proximité avec les personnes, monsieur et madame tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, monsieur Farman, pour votre allocution. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre modératrice pour le panel de ce soir, Mme Linda Piché. Ancienne enseignante et professionnelle des médias, Linda Piché a choisi de redéfinir sa trajectoire de vie après avoir traversé un cancer en 2015.
Son parcours l'a d'abord menée vers le bénévolat au CHUM, puis elle est devenue patiente partenaire au sein du bureau du patient partenaire de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Dans cet engagement, elle a trouvé une façon lumineuse de donner un sens à son épreuve et de continuer à sourire à la vie. Madame Piché, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait vraiment immensément plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos panélistes. Oui, voilà. Alors, j'aimerais vous inviter à tour de rôle, lorsque je vais vous nommer, à venir prendre place au salon, s'il vous plaît. Alors, je commence par vous, Madame Bello. Donc, je vous présente Madame Céline Bello. Elle est professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Titulaire d'un doctorat en criminologie de l'Université de Montréal en 2001 et d'un post-doctorat à l'UQAM, elle dirige l'Observatoire sur les profilages et est membre du Centre international de criminologie comparée. Ses travaux de recherche portent sur les expériences de déviance des jeunes et sur la compréhension des logiques d'intervention à leur égard. Bienvenue. Maintenant, au tour de Mme Émilie Fortier. Elle est vice-présidente des services à la mission Old Brewery, où elle soutient les services de prévention, d'urgence et de relogement. Titulaire d'un baccalauréat en adaptation scolaire et sociale de l'Université de Sherbrooke et d'une formation en gestion au HEC de Montréal, elle cumule plus de 20 ans d'expérience auprès de populations marginalisées au Québec et au Burkina Faso. Depuis son arrivée à la mission Old Brewery en 2012, elle a occupé plusieurs fonctions, dont la direction des services d'urgence, et a joué un rôle clé durant la crise de la COVID-19 en renforçant les services pour la population itinérante. Au tour de M. Mathieu Isabelle maintenant. Alors, il est médecin de famille, enseignant et clinicien-chercheur au CLSC GMFU des Faubourgs au centre-ville de Montréal depuis 2018. Tout particulièrement, il travaille à la clinique offrant des soins aux personnes en situation d'itinérance au CLSC des Faubourgs et en a été le chef médical pendant 6 ans. Il est actuellement étudiant au doctorat en santé publique à l'Université de Toronto. Son projet doctoral porte sur l'intégration des pères aidants au sein d'équipes cliniques en itinérance. Maintenant, je vous présente Mme Lucie-Catherine Ouimet. Elle est infirmière praticienne spécialisée en première ligne. D'origine Anishinaabe. Oh, je l'ai eu du premier coup tout à l'heure. Je veux le dire comme il faut. Anishinaabe. Comme ça. Elle œuvre à la clinique de proximité autochtone de Médecins du Monde auprès des Premières Nations, Inuits et Métis, vivant en situation d'itinérance. En partenariat avec Médecins du Monde et le Centre d'amitié autochtone de Montréal, elle contribue au développement d'un modèle de soins de proximité fondé sur la collaboration, la confiance et le savoir partagé entre les communautés autochtones urbaines et le réseau de la santé. Guidée par une vision de réconciliation vivante et de soins ancrés dans le territoire, elle participe à transformer l'offre de services aux peuples autochtones en milieu urbain. Maintenant, au tour de M. Farenshaw. Il travaille depuis 8 ans comme père aidant dans les domaines de l'itinérance et de la toxicomanie. Il apporte sa sobriété, sa résilience et sa réflexion critique sur ses vécus. Il travaille actuellement avec Médecins du Monde en tant que père référent en réduction des méfaits et comme co-chercheur avec la chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et les communautés au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. Alors, bienvenue à tout le monde. Alors, ma première question va s'adresser à chacune de vous. Alors, vous pouvez répondre de façon aléatoire. On va faire un tour de table, si vous le voulez bien. Alors, pouvez-vous partager un exemple de collaboration que vous avez vécu sur le terrain avec des personnes vivant en situation d'itinérance? À la fois, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples du potentiel créatif qui a découlé des difficultés, des tensions et des différends vécus dans un contexte de collaboration? Alors, pour quiconque veut briser la glace,
On vous écoute. C'est intimidant. Moi, je peux y aller. Vas-y, Voilà. Je vais faire un petit pouce quand même. Il y avait Olivier qui vient de parler du prisme. Donc, c'est sûr que comme gestionnaire dans le milieu de l'itinérance, avoir eu le prisme, j'ai déjà dit que si on enlevait le prisme, je quittais ma profession, dans le sens où, au-delà du service en santé mentale, c'est un effort créatif juste en soi d'être venu dans un soin de... Ça a l'air tellement simple dit comme ça, c'est des soins de proximité, mais c'est des vrais soins de proximité, c'est-à-dire sortir de l'hôpital, arrêter la porte tournante. Il y a des gens qui parlaient seuls, qui dormaient au refuge pendant 15, 20 ans, peut-être, en fait, avant même qu'on documente. Donc, on ne sait pas trop, et qui, du jour au lendemain, ont eu accès à des soins, des traitements et une maison, un chez-soi. Et de ça découle... Fadi a quitté, mais et de ça découle des pratiques. Je ne vais pas tout dire. J'ai vu l'exemple que toi, tu voulais donner, mais aujourd'hui, il y a un nouvel effort à faire en s'inspirant de ces pratiques-là en santé mentale, en dépendance. Et c'est pour ça que je suis là pour en parler encore plus, parce qu'aujourd'hui, c'est le SPVM, entre autres, qui est notre équipe psychosociale dans l'espace public. Puis il y a quelque chose qui est normal dans le changement de pratique, mais qui n'est pas normal non plus à quelque part. Mais ceci dit, j'ai des patrouilleurs qui font des excellentes interventions. Puis c'est venu à la base d'équipes comme le PRISM, le SI et toutes les équipes mixtes, en fait, qui sont venues soutenir toutes ces équipes-là par la suite. Donc, je te vois parce que je te donne la POC un petit peu, parce que, oui, exactement, parce que je sais que c'est de ça un petit peu que tu voulais parler, mais voilà. C'est bon, on a la même réflexion. De mon côté, en médecine de famille, au CLSC, donc on travaille beaucoup en vision interprofessionnelle, interexpérientielle même, je dirais. Donc, c'est-à-dire qu'on accueille des gens qui ont des savoirs professionnels, qui sont allés se former au sein d'un programme, puis la formation partenaire en est un bon exemple. Mais on a aussi des gens qui ont des savoirs expérientiels, des savoirs de vie qui ont énormément à apporter en lien avec l'itinérance. Je voudrais donner l'exemple de l'équipe Emery, qui est quand même une équipe dont M. Daguerre a parlé, qui est une équipe mixte qui inclut des policiers qui choisissent d'être là, et ça, c'est une énorme différence. Et on les accompagne. Moi-même, je fais partie de la gang qui embarque dans l'auto de police et on va où les gens sont. Et cette vision d'aller vers les gens, dans l'optique d'être présent, où ils sont, au moment où ils sont le plus dans le besoin, c'est très important parce qu'on a tendance à réfléchir les services dans le réseau de la santé et des services sociaux par rapport à ce qui est présent dans notre salle d'attente, souvent. Mais il y a des gens qui ne se rendent pas à la salle d'attente ou qui n'ont même pas la possibilité d'y accéder. Donc, ce n'est pas parce que les chaises de la salle d'attente ne sont pas remplies qu'il n'y a pas besoin d'avoir des services. Et donc, on a cette vision-là avec des équipes mixtes, avec des policiers, des intervenants, d'aller sur le terrain, créer des liens de confiance qui parfois prennent longtemps à créer ou qui ont été difficiles à créer. Mais ce maillage-là, pour moi, est essentiel. Merci. À qui le tour? Madame Bello? Peut-être je reviendrai à la collaboration, mais rappeler quand même que les personnes en situation d'itinérance actuellement dans les rues de Montréal, elles vivent de la survie et du mépris beaucoup. Et c'est un défi aussi pour instaurer de la collaboration parce que la méfiance s'installe et se chronicise. Et aujourd'hui, c'est pas facile d'être en personne dans les rues de Montréal. Donc oui, il y a de la collaboration, oui, il y a des équipes, oui, il y a du aller vers de plus en plus. Mais il y a aussi des personnes pour qui tisser des liens, prendre le temps d'avoir des relations, c'est tout un monde à reconstruire parce qu'elles sont extrêmement méfiantes de tout le monde et aussi de tous ces programmes et ces interventions qui se mettent en place autour d'elles, dont elles ne savent pas qui est quoi, qui fait quoi. Donc, il y a quand même un grand nombre de défis dans la clarification de la collaboration et dans la manière dont on apporte en fait l'intervention dans la rue directement auprès des personnes. Merci. Allez-y, Madame Ouimet. Un peu dans la même veine. En fait, nous, à la clinique de proximité, c'est dans le centre de médecine autochtone, donc vraiment un endroit culturellement sécuritaire. Mais c'est des patients aussi qu'on voit qui n'existent même pas dans le radar du service de la santé.
beaucoup n'ont même pas de RAMQ. Puis, il ne faut pas oublier, avec les Premières Nations, il y a aussi la dichotomie fédérale-provinciale, la méconnaissance de beaucoup de gens par rapport, oui, mais tu as ta carte de statut, donc tu n'as pas besoin de ta RAMQ, mais en fait, oui, tu as besoin de ta RAMQ dès que tu n'es plus à l'extérieur de la communauté. Donc, en termes de partage des savoirs, souvent, ça, c'est quelque chose qu'on essaie tout le temps de faire. Puis une autre chose, en termes de collaboration qu'on a commencé à faire, bon, on sait que beaucoup de notre monde, notre clientèle autochtone qui est dans la rue, j'imagine que vous en croisez plusieurs. Bon, il y a beaucoup de problèmes liés à tout ce qui est la colonisation puis les traumas transgénérationnels, les pensionnats, pour ne pas les nommer. Donc, on a beaucoup de gens qui ont des troubles de consommation. Puis, il n'y avait aucun moyen d'avoir de l'aide, d'avoir de soutien, d'aide pour la désintox. Et c'est avec le CHUM, l'unité des toxicomanies, on a commencé le programme de télémédecine. Donc, quand on a un patient qui a besoin ou qui veut commencer la désintoxication ou avoir une consultation, moi, je texte tout simplement les médecins qui adhèrent au programme. Puis le premier qui me répond, on se connecte en télémédecine sur Teams et le patient rencontre immédiatement le médecin en direct. Donc, ça se fait assez rapidement. Donc, ceux qui veulent aller à l'hôpital éventuellement, bien, le fait de rencontrer le médecin ou les autres professionnels de la santé de l'équipe de toxico en ligne, mais dans un milieu sécuritaire, fait en sorte que ça crée un lien de confiance. Puis éventuellement, bien, cette personne va accepter de se rendre à la clinique de toxicomanie pour rencontrer le professionnel en question en vrai. Mm-hmm. Ça crée... C'est d'avoir une approche, d'amener, c'est ça comme, je pense que c'est toi ou toi qui disais le service, l'amener où est-ce que nos personnes sont. Mm-hmm. Puis c'est ça, la collaboration, c'est essentiel. Merci. Est-ce que M. Shore, vous voulez ajouter quelque chose à ça? Bien, je veux commenter que je suis vraiment touché par l'observation de méfiance, parce que pour moi, je vois méfiance pas juste dans nos patients, nos usagers, mais je vois un peu de ça dans nos relations entre institutions aussi. Il y a toutes sortes de différentes langues, toutes sortes de différents vocabulaires, des différentes approches. Et pour moi, ce qu'on crée avec ça et ce qu'on crée maintenant, ce soir, c'est l'opportunité de discuter, de faire un échange d'idées, de faire un échange de valeurs et créer quelque chose de nouveau. Parce que je vois beaucoup de bonne volonté de tous les côtés, mais la bonne volonté, les moments de volonté ne sont pas nécessairement bien coordonnés. OK. Et il faut que tout le monde à la table être coordonné dans leurs efforts, tout à le bon moment. Oui. Et le travail qu'on fait est très stressant. Nous sommes les êtres humains, on a des mauvaises journées, on n'a pas toujours toute la patience dans le monde pour un processus ou une intervention collaborative. Donc, beaucoup de qu'est-ce qu'on peut créer, c'est cet espace où on prend le temps avec la personne, on prend le temps avec l'intervention et on prend le temps d'en discuter et se connaît une à l'autre, les professionnels à l'autre côté de la table. Je vous garde avec moi, M. Shore, parce que ma prochaine question va s'adresser particulièrement à vous. Ça va comme suit. Quels seraient les éléments incontournables en matière de collaboration pour intervenir auprès des personnes vivant des situations d'itinérance? Donc, de 1, comment peut-on favoriser la collaboration intersectorielle en milieu de soins, en milieu communautaire? Et de 2, comment peut-on maintenir une collaboration durable entre les différents secteurs? Pour moi, je pense que la durabilité vient avec la nature de la relation, ce qu'on met la relation en centre, un peu comme on parle de patient partenaire, de créer un projet ensemble, docteur et patiente, puis fait comme le plan d'intervention ensemble avec les deux impliqués dans le processus. C'est la même chose avec nous comme professionnels.
On a chacun nos propres ordres, nos propres protocoles à respecter qui ne sont pas toujours bien alignés pour nos idées plus créatives. Donc, tu sais, c'est dans le même sens que j'avais déjà dit. Okay. C'est d'être présente dans le moment, d'être impliqué dans nos relations et de ne pas être comme, qu'est-ce que c'est le mot que je veux, pas là pour faire le job, mais vraiment là pour créer une relation. Parce que sans le travail, les relations ne sont pas durables. D'accord. Et je parle comme les classiques, les relations entre hommes et femmes, les relations entre parents et enfants. Tu sais, c'est du travail. Il y a des éléments de tension. Tu sais, il faut être présent quand même. Il faut continuer le travail. Et ça, c'est difficile parce que nos métiers professionnels nous déplacent des fois. Donc, il y a beaucoup de brises de liens aussi. Et si on peut garder nos contacts quand on bouge dans le système, là, on crée un filet qui est de plus en plus sécuritaire. Madame Fortier, vous aimeriez sans doute broder là-dessus? Oui, tout à fait. Puis là, j'ai plein d'idées. J'avais plein de notes, mais peut-être un peu rebondir sur utiliser les bons corridors de communication et d'accès aux patients, là, aux personnes en situation d'itinérance, pour éviter la multiplication. On ne se promène pas dans tous les professionnels dans une salle en train de dire. Fait que l'expertise du communautaire dans ces cas-là ou parfois du réseau aussi avec l'inclusion des pères aidants, là, mais c'est la relation, c'est le lien, c'est retrouver la personne. Fait que je dirais que la première des choses, c'est de s'entendre sur qui va adresser quoi. Fait que, ensuite, si je recule juste un peu sur comment bien collaborer, ça aide dans la transparence et l'efficacité. On a trop longtemps eu, en fait, le communautaire qui revendique et qui est à l'opposé, et le réseau qui est très rigide. On n'est plus dans ça. On n'est surtout pas dans cette créativité-là. Pas dans je sais, on est encore dans ça, c'est vrai. mais il y a des zones communes dans la vision où on veut aider des personnes, on veut les inclure. Il y a des visions qui sont communes, et c'est là où on peut, en fait, travailler ensemble, oui, mais aussi clairement que de nommer nos limites, ne pas avoir peur dans cette collaboration-là, il n'y a pas d'écho. Un jour, il a fallu que je dise à Dr. Olivier Farmer que non, c'est pas possible, à un psychiatre, puis qu'en échange, oui, mais voici comment bien faire des soins. Non, ton équipe est mêlée entre la personne qui a un enjeu de santé mentale puis une déficience. Peux-tu les former, s'il te plaît? Et là, c'est pas facile, c'est de l'ego de part et d'autre, mais c'est de mettre ça dans le but de construire, toujours dans la proximité. Puis, il y a plein de personnes qui m'ont entendu parler de plein de projets dans les dernières années. C'est vraiment la solution, et de reconnaître que cette proximité-là fait partie de la clé. C'est pas juste une lubie d'un psychiatre. Je m'excuse, Olivier, je reviens sur toi, mais c'est pas juste une idée. J'entendais Fadi parler des initiatives avec la faculté, tout ça. C'est pas juste Dr. Isabelle qui vient... c'est un modèle. La proximité fait partie du modèle, la co-construction fait partie du modèle, puis l'intérêt de la personne en situation d'itinérance est au centre, ainsi qu'elle-même. On doit encore travailler pour les mettre un peu plus eux-mêmes au centre, je pense, mais voilà. Ouais. Voilà. J'y vais avec la prochaine question. Comment peut-on favoriser l'inclusion, l'accessibilité et l'équité pour l'accès aux soins de santé et psychosociaux pour les personnes vivant en situation d'itinérance? Premier volet à ma question. Comment minimiser les obstacles potentiels pour l'accès aux soins et aux services, par exemple, corridors de services dédiés, ressources de transport, ressources financières? Deuxième volet, comment peut-on identifier ces obstacles en équipe?
Alors, je commencerai par vous, Madame Bello, si vous le voulez bien. Oui, je dirais que d'abord, et puis plusieurs l'ont dit, l'itinérance, c'est un phénomène complexe. Il n'y a personne qui a la solution tout seul. Et la solution, elle va partir effectivement de la collaboration entre professionnels, mais surtout aussi de la personne. Où est-ce qu'elle veut? C'est quoi sa solution à elle? Et je pense que c'est comme ça qu'on peut réduire les barrières, en se disant qu'on peut apporter un peu d'aide, on peut soutenir la personne, l'accompagner dans ses démarches, mais d'abord et avant tout, c'est sa solution qu'il va falloir mettre de l'avant et que personne ne peut résoudre l'itinérance tout seul. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, peut-être, c'est aussi de dire que dans l'accessibilité, vous l'avez dit, les RAMQ, etc., il y a être quelqu'un dans notre société, c'est être domicilié. Le fait de se faire enlever son adresse fait qu'on a énormément de droits qui sont bafoués. Et juste le travail que font les intervenants, on peut pas imaginer pour ramener des gens avec la RAMQ, avec l'aide sociale, etc. Mais à sécuriser des gens dans des conditions de vie, avoir un logement, avoir un revenu, avoir une RAMQ, c'est tout un défi dans les situations d'itinérance. Et ça, c'est une question d'équité et d'accès aux soins. Et donc, les personnes en situation d'itinérance vivent ça à l'année longue, parce qu'elles sont sans arrêt sur des systèmes temporaires pour la RAMQ, pour l'aide sociale, etc. Et donc, arriver à faire en sorte que la norme de domiciliation soit moins forte dans notre société. En pleine crise du logement, c'est dur de dire ça, mais il reste quand même que tant qu'on n'a pas de domicile, on a une part du spectre des droits, des protections sociales qui ne nous sont pas acquises. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Isabelle? Oui, j'apporte plusieurs chapeaux à cette discussion. Avant d'être médecin, j'ai étudié en psychologie, en travail social aussi. J'ai travaillé comme intervenant communautaire dans différents organismes. Maison du Cœur, je travaillais en maison de détention, en maison de transition, pardon, pour des détenus du fédéral. J'arrive avec une vision très large du concept d'outils professionnels et de vision. Puis pour moi, l'itinérance, c'est de par cette complexité, de par ce qu'elle est, il faut apporter différents outils au bon moment. Et les outils, oui, on vient les chercher dans des formations professionnelles, mais on va les chercher autrement. Et les différents outils, l'itinérance, au fil des années, a été beaucoup médicalisée. C'est peut-être un gros statement venant d'un médecin, mais ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, qu'il y a des conditions de santé physique et de santé mentale qui affectent les gens, qui vont parfois les mener vers la rue, parfois les maintenir à la rue, parfois brouiller leur capacité de jugement. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. L'itinérance, oui, c'est des enjeux de santé mentale. Il y a une énorme représentation, mais ce n'est pas que ça. Même chose avec la dépendance. L'itinérance aussi, fondamentalement, est un enjeu de logement. Demain matin, si on a des logements disponibles pour tout le monde à prix abordable, je ne dis pas, puis pour reprendre ce que Dr. Farmer a dit, c'est pas nécessairement tout le monde qui voudrait, mais la question de l'itinérance prendrait une tournure complètement différente. L'itinérance est aussi une forme de désarrimage social et relationnel. Et ça, on le voit beaucoup, et c'est les liens qu'il faut recréer. Donc, il faut parfois être capable de mobiliser des outils différents. Donc, moi, comme médecin, évidemment, j'apporte mon expertise en santé physique, en santé mentale, mais il faut que je sois bien avisé que tant qu'on n'aura pas la RAMQ qui est faite, tant qu'on n'aura pas le rapport d'impôt de 2023 qui n'est pas fait, il ne sera pas capable d'appliquer à l'OMHM parce que ça va bloquer. Et donc, je ne peux pas juste dire « Ah, ça, c'est l'ATS qui va gérer ça. Moi, je gère son infection urinaire. » Il faut être dans un mode... tout le monde est un petit peu au courant de qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Il y a des gens qui portent des expertises à des moments, mobilisons-les. Et ça va aussi pour les savoirs des pairs, des gens qui ont des savoirs expérientiels. Il y a des moments ou des interventions que je ne pourrai jamais atteindre un niveau de confiance que quelqu'un qui a vécu la même chose. Et ça, il faut savoir le reconnaître. À quel moment on se met à l'avant-plan comme professionnel, à quel moment qu'on prend une distance, à quel moment qu'on travaille en gang,
à quel moment qu'on outille quelqu'un qui a un meilleur lien. Puis parfois, le meilleur lien, ben, c'est l'intervenante à OBM qui l'a. Puis ça se peut que d'essayer de créer du lien, ben, on va le faire discrètement en travaillant avec l'intervenante. On va aller à OBM, on va essayer d'approcher la personne tranquillement. Pas toujours facile de se mettre dans les souliers de l'autre. Hein? Pas toujours. Mais c'est un effort conscient, je pense. Oui, je pense reconnaître que l'informel, le 9 café, fait partie de l'accès aux soins. Donc, c'est pas une perte de temps d'un professionnel que de créer un lien, passer parfois par une équipe, par quelqu'un d'autre dans l'équipe, tout ça. Mais j'ai une cordeau qui parle souvent de ça prend 9 cafés avant qu'il accepte de voir le médecin ou l'infirmière. Mais il n'est pas perdu. C'est pas juste l'intervenant va prendre du café. Non, c'est une intervention planifiée pour accéder à des soins. Donc, je sais que dans le milieu médical, c'est toute une révélation là, de considérer prendre un café. Je ne suis pas en train de perdre le temps de l'infirmière. Elle est en train de tout donner. Au contraire, c'est un investissement oui. À plus ou moins long terme. Mais qui prend plus que 10 minutes dans une consultation. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Oui, monsieur. Je pense, dans le sens, qu'est-ce qu'on cherche, c'est que, c'est facile à regarder les personnes dans la rue et ils disent ils sont désorganisés. Mais de cette perspective, c'est nous qui sommes désorganisés. Ah oui. Parce qu'on ne sait pas quoi faire avec tout ça. Donc, tu sais, il y a quelque chose dans l'organisation ici qui est clé. Oui, la perspective de l'autre peut être très différente. Ouais. Bien sûr. Ouais. Prochaine question pour vous. Si vous... avez-vous quelque chose à rajouter? Peut-être un dernier point aussi. Oui? On parle beaucoup de collaboration entre professions, entre titres. Et Céline, tu l'as mentionné tantôt, mais je veux refaire du pouce là-dessus sur le partenariat s'opère aussi avec les personnes en situation d'itinérance. Oui, bien sûr. Et ça, on a tendance à l'oublier. Derrière le concept de vulnérabilité au sens large social, souvent, il y a une forme d'aura d'incapacité, une forme d'aura que fondamentalement, les gens ne sont pas capables de prendre des décisions pour eux. Oui. Et il y a clairement des situations où c'est le cas. L'état mental fait en sorte que c'est clairement altéré. On va accompagner la personne. Puis on est là. L'institution médicale est disponible dans ces situations-là, clairement. Mais fondamentalement, les gens sont soit capables d'exprimer leurs préférences, ce qu'ils veulent profondément, ou ça va être notre job de les accompagner à essayer de formuler une demande pour comprendre qu'est-ce qui est derrière ça. Donc, de voir la personne en situation d'itinérance comme quelqu'un qu'on parle à la troisième personne un petit peu loin, ça devrait être le cas. C'est ce qu'on apprend dans la formation aujourd'hui, que le patient est partie prenante. Bien, j'aimerais qu'on réfléchisse de la même façon avec les personnes en situation d'itinérance. C'est ce que je voulais dire suite aux propos de Mme Fortier quand j'ai dit que c'est un investissement, l'histoire du café. Je ne parlais pas en termes monétaires. Je veux dire, c'est une façon justement d'entrer en relation, de créer un premier lien puis d'essayer d'aller plus loin là-dedans, dans cette relation-là. Maintenant, comment les différents paliers de gouvernement, les secteurs publics et communautaires peuvent-ils mieux arrimer leurs actions en matière d'itinérance? Pouvez-vous nous donner des exemples d'éléments de complexité dans votre quotidien sur le terrain qui peuvent découler de l'implication des différents paliers de gouvernement? Et cette fois-ci, j'aimerais d'abord vous entendre là-dessus, Madame Ouimet. Alors c'est sûr, de ma perspective, en tant qu'Autochtone, puis en travaillant avec les membres de la communauté qui vivent dans une situation d'itinérance, on a toujours l'espèce de déchirement entre les deux paliers qui ne se parlent pas. Le palier fédéral, le palier provincial, les lois qui s'entrecoupent, les couvertures médicales. Des fois, est-ce que la personne est couverte par la RAMQ ou par les services, le SSNA, services autochtones? Puis là, il y a toute l'ignorance aussi dans tout le système de santé actuel. Combien de fois il a fallu que j'appelle des pharmaciens pour leur dire de s'inscrire auprès de Services autochtones Canada pour ne pas faire payer aux patients les médicaments. Oh non, c'est trop compliqué, je ne sais pas comment, mais en fait, c'est aussi facile que de s'inscrire à la RAMQ, mais il faut juste le faire. Tu sais, il y a beaucoup d'enseignements à faire. Puis souvent, pour nous, les intervenants, tous les intervenants qui travaillent en milieu autochtone, c'est souvent des frustrations qui sont rajoutées
Puis, non seulement ça, c'est que, bon, on parlait de comment on s'adresse à la personne comme étant une personne qui est supposément pas compétente, mais les Autochtones, ça fait des années qu'on est traité comme ça. D'autant plus comme autochtone et une personne qui vit de façon nomade dans la rue. Souvent, nos patients sont traités comme des enfants qui comprennent rien et on n'explique pas. Combien de fois j'envoie un patient à l'urgence pour certaines choses qui, après, ils reviennent puis disent, ben ils m'ont pas vu, ça a pris 15 heures, puis ils m'ont fait des prises de sang, ils m'ont rien dit. Ou, si vous voulez des histoires d'horreur, je pourrais vous en raconter plein. Il y a beaucoup d'obstacles tout le temps, mais c'est toujours tranquillement d'être comme le maringouin dans la pièce, le grain de sable dans l'engrenage, de toujours rappeler, oui, mais c'est pas si différent que ça pour les Premières Nations. On a différentes approches. Puis le concept de santé est complètement différent. Quand on parlait d'accompagnement, nous, la vision, c'est de marcher avec la personne. Donc, quand quelqu'un est malade ou a une condition, c'est sûr que ça se peut que tu en parles. Moi, comme professionnelle de la santé, des fois, il y a des situations où est-ce que une personne normalement constituée enverrait la personne tout de suite à l'urgence, mais je ne vais pas aller à l'encontre de ce que la personne veut. Fait que là, on est vraiment en réduction des méfaits. On essaie d'expliquer un peu. Bon, bien, reviens me voir la semaine prochaine. On va en rejaser. Veux-tu un thé? On va s'asseoir. Ça prend du temps. Il y a des patients qui ont des conditions. J'en avais un il n'y a pas longtemps avec l'hépatite C. Ça fait 1 an qu'il sait qu'il faut qu'il soit traité. Il est venu me voir à la fin de l'été. « Bon, Lucie, je suis prêt. » Ça ne serait pas arrivé avant, sinon. C'est la même chose pour mes patients qui ont le VIH. Quand ils sont prêts, oui, on va les référer. Je vais faire les suivis moi-même en clinique. Mais il y a toujours des petits... C'est toujours pour... C'est ça. C'est plus facile quand ça vient d'eux, c'est ça que je crois comprendre. Puis la chance que j'ai d'être dans un milieu qui est culturellement sécuritaire aussi. Nos patients sont plus en confiance quand ils viennent. Ils sont plus enclins à aller vers vous. Oui. Il y a certains qui vont refuser même d'aller ailleurs. Des fois, c'est des situations pas possibles. Puis, je dis, mais pourquoi tu n'es pas allé à l'urgence? Non, j'attendais que la clinique ouvre, puis je préfère que ça soit toi, mais oui, mais tu risques de perdre ton bras, là, ou des situations... puis là, on ne parle pas de la santé mentale aussi, qui est une grosse chose. Aussi l'approche dans beaucoup de nos populations, le fait de communiquer avec les esprits, dans certaines communautés, c'est quelque chose de très, très important. J'ai un patient en ce moment qui est en état psychotique, qui ça fait plusieurs mois. Il ne va plus voir sa psychiatre. Mais il est heureux, là, en ce moment. Il est comme dans une... Il est heureux, il sème le bonheur à tout le monde. Il est complètement déconnecté des vraies choses, mais... Dans une espèce d'état euphorique, en quelque sorte. Oui, puis c'est quelqu'un qui vient d'une famille de chamans. Fait que, dans le fond, déjà, il y a comme il est comme dans une mission. Fait que je ne vais pas, moi, dire, ben non, il faut que tu ailles chercher ton injection d'antipsychotique. Ou je l'ai, veux-tu que je la fasse tout de suite? Ou, tu sais, je ne vais pas le pousser à faire ça quand, dans le fond, ben là, il n'est pas dangereux. Il vit de la façon traditionnelle que d'avoir des visions comme les chamans avaient. Tu sais, des fois, c'est quoi la santé mentale dans quelle perspective? Une perspective traditionnelle, c'est pas tout à fait la même. Oui, très intéressant. C'est ça. Mais je me suis complètement éloignée de la question. On va revenir de toute façon à vous. J'ai vu qu'il y avait Mme Bello qui avait des choses à dire. Puis ensuite, on va céder la parole à Mme Fortier.
Le respect des savoirs, hein, c'est un enjeu. Sur les politiques, cet été, à l'école d'été sur l'itinérance, j'ai dit il y a un millefeuille de politiques entre les politiques fédérales, provinciales, municipales, les acteurs, etc. Il y a un millefeuille, mais il n'y a pas de crème pâtissière. Puis je pense que c'est... Puis ça, les étudiants, ils l'ont aimé, celle-là, alors je vous la refais. Mais je pense qu'effectivement... dans tout le défi de la concertation, du respect des différents savoirs, de la collaboration localement dans un univers sécurisé, tu peux te permettre des choses. Mais dès qu'on commence à empiler ces millefeuilles de politique et à essayer d'avoir une vision commune, ben, il y a un problème. Il n'y a pas de crème pâtissière. Puis je pense que c'est ça notre défi, surtout dans un contexte d'urgence et de pression des crises, des différentes crises. Il y a vraiment... quelqu'un qui devrait être un chef d'orchestre qui ne l'est pas, là, et qui devrait porter en fait une vision commune pour sortir du mécanisme d'urgence dans lequel on est, où on offre de manière infantilisante des services à des personnes sans aller plus loin, sans se donner le temps d'aller plus loin, sans se donner la relation pour aller plus loin. Puis je pense qu'on est vraiment à un moment clé par rapport à ça, parce qu'on a étagé beaucoup de politiques, beaucoup d'équipes, beaucoup de services, beaucoup de programmes, mais est-ce qu'ils vont tous dans la même direction? Je ne suis pas convaincue. Madame Fortier, je suis certaine que vous avez tout plein d'exemples à nous donner, si vous pouvez en choisir un. Eh boy, ça ne sera pas possible. Je suis désolée. Mais si je reviens, par exemple, à la question, qui étaient les enjeux, par parler de tout ça, comme première des choses, c'est l'accès et la flexibilité. Ça fait favoriser l'accès. Fait qu'il y a des stratégies sur ça. Pourquoi que les gens aiment travailler avec OBM, entre autres, c'est qu'on est plus flexible. C'est pas juste OBM. Donc, l'utilisation, est-ce qu'on peut se permettre, comme société, de retrouver cette flexibilité-là nécessaire pour certains groupes? Je ne parle pas d'enlever les soins universels, les CLSC, tout ça, mais il y a des personnes qui méritent qu'on soit flexible. Est-ce qu'on peut se parler des vraies choses? Ça commence à me fatiguer je vais le réfléchir autrement, mais quand on parle des personnes en situation d'itinérance, on peut commencer à parler des populations moins bien desservies comme les personnes autochtones. C'est une chose. Les personnes qui consomment des psychostimulants. Parce que pourquoi que c'est devenu un sujet puis qu'on est ici? C'est qu'il y a des gens dehors qui consomment des psychostimulants, qui ont des comportements dérangeants, voire dangereux, et que c'est le SPVM qui dessert, puis qu'on ne sait pas quoi faire. C'est pour ça que la discussion est devenue nécessaire, mais il y a tout un groupe de services déjà existants, puis on valorise les pratiques. Là, c'est super, on vient contaminer dans ce qui existe, mais est-ce qu'on peut prendre le temps de démêler un petit peu les vrais enjeux, mieux repérer, mieux arrimer vers l'existant, développer les pratiques de ce qui fonctionne? Ça, c'est une des grosses choses. Puis, vous avez dit, il y en a plein de projets. Ils terminent tous au 31 mars. Ouais. Voilà. Fait qu'on a besoin aussi de vision du réseau de la santé pour... C'est parfait, on a utilisé le communautaire pour soutenir, pour la COVID, tout ça. Puis là, il faut que ça vienne des CIUS, des équipes de DPSMD, des équipes des GMFU. Donc, il y a quelque chose d'autre qui doit... dans la proximité. Bref, il y a beaucoup de choses. Mettre les bons mots, favoriser l'accès, la flexibilité, juste ça, on va avoir fait beaucoup de pas. En tant que tel, moi, il n'y a rien qui une gestionnaire, une direction d'un CLSC ou d'un CIUS qui me répond « Ouais, non, je ne peux pas changer l'horaire, je ne peux pas demander à mon équipe, je ne peux pas... » Alors que l'équipe parfois veut aussi. Ouais. Donc, c'est très... Voilà. Fait qu'il y a des groupes qui demandent ça, je pense. D'avoir plus d'agilité dans le système de santé, qui n'est vraiment pas agile en ce moment. Ça prendrait plus de flexibilité. Je vais revenir je vais te donner la touche, mais la dépendance. Non, les personnes qui ne vont pas bien dans l'urgence, ce n'est pas les dépendances. Il y a des enjeux. Aller demander au TS de nuit, ils vont dire c'est qui, c'est pourquoi, puis qui n'est pas au rendez-vous, puis tout le monde va... La dépendance, c'est un bon exemple. Tout le monde va dire qu'ils sont ouverts à tout. Puis là, finalement, tu vas demander à la personne, elle refuse toutes les... OK, mais elle refuse quoi? Que tu mettes un plaster? Non. Elle refuse quoi dans... C'est quelle substance qu'elle consomme? Ça fait une grosse différence. On le sait, là, il y a des traitements qui existent pour des accès plus faciles ou
le TAO, quand on a réussi là, on le sait quoi faire. Il y a tout un autre groupe, puis c'est eux qui tournent en rond, mais tout le monde dit qu'ils travaillent en dépendance. Voilà, j'arrête. Ma prochaine... je m'excuse. J'allais justement dire que ma prochaine question s'adresse à vous, Monsieur Isabelle. Alors, j'y vais. Vous pouvez renchérir là, sur ce que vous vouliez dire en même temps. Alors, dans votre quotidien sur le terrain, à quel type d'obstacles faites-vous face en matière de collaboration? Donc, quels sont les pièges individuels et collectifs à éviter lors des interventions sur le terrain? Oui. Je vais repartir de ce que je voulais répondre. Je crois que même au sein du... Puis, je pense que pour des gens qui sont dans le réseau de la santé, le communautaire avec un grand C, c'est un gros bloc monolithique, puis les gens ont une vision de ce qu'ils font, puis pas trop clair. Puis parfois, l'inverse aussi est là, où le réseau de la santé, c'est vu comme cette grosse bébite qui ne bouge pas parce que c'est une structure institutionnelle lourde. Puis quand on travaille, par exemple, au sein de l'institution qui est le réseau de la santé, des fois, on existe, nous, au sein de programmes qui essaient de développer la flexibilité, puis qui sont fiers de le faire, puis qui adaptent les procédures, qui adaptent, qui vont se déplacer. Puis là, on espère que quelque part, il y a une gestionnaire ou un autre gestionnaire qui va adhérer à cette vision-là, puis il y a beaucoup de plaidoyer pour que ce programme-là puisse fitter, puis continuer, puis que ça soit plus qu'un projet pilote. Puis là, on se ramasse à quelqu'un quelque part qui a décidé qu'on changeait d'idée, que c'était pas ça. Et donc, ces initiatives-là, des gens de terrain qui voient les besoins, qui ont envie de se mettre en mode ouverture, parfois sont court-circuités. Et ça, j'en parle. Et ce que je me retrouve souvent dans mon rôle de médecin de famille, auquel je suis profondément fier, duquel je suis vraiment fier, mais c'est pour mes patients, de penser 2 coups d'avance aux enjeux d'accès et aux enjeux discriminatoires, puis d'essayer de les aplanir. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, on a une patiente qui est venue à la clinique itinérance, notre collègue infirmière qui a développé avec l'organisme sur le plateau Mont-Royal, qui l'a vu depuis plusieurs semaines, essayer de créer du lien. Je pense qu'elle était rentrée au 7e café. On n'était pas à 9, là, mais tu sais, puis elle est là, l'intervenante qui disait « il faudrait que tu vois l'infirmière ». Finalement, grosse infection de l'œil à la suite d'une chirurgie de cataracte qui a vraiment mal viré. La patiente inuit, dit « je ne retourne plus jamais à l'hôpital ». Ils m'ont accueilli comme si j'étais moins que rien. Je n'ai pas envie de revivre ça. Finalement, elle arrive dans mon bureau et je ne suis pas ophtalmologiste, mais j'ai suffisamment de connaissances pour dire que ça ne va pas bien, l'œil. Ça ne va vraiment pas bien. Et fondamentalement, elle dit « je ne veux pas retourner, mais je suis profondément inquiète de perdre mon œil ». Et on a décidé, comme petite équipe, avec l'intervenante du milieu communautaire, de dire on va essayer de penser 2 coups d'avance. C'est quoi les choses qui t'ont dérangé la dernière fois? Bon, première des choses, gestion du sevrage. Elle consomme de l'alcool. I don't care. Elle a besoin d'être vue. On peut-tu réfléchir à comment faire pour arriver à l'urgence sans être en symptômes de sevrage actif? Est-ce qu'elle a besoin d'être sub de toute façon pour avoir tous les soins? Alors, ça aussi, il y a un travail de déconception, puis je suis quand même très rassuré par les formations qu'on voit actuellement, les nouvelles formations, des nouvelles cohortes médicales, beaucoup plus sensibilisées, je crois, à ces enjeux-là. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, là, dans l'immédiat, faut que tu boives parce que t'es pas bien, t'es en symptômes. Fait qu'on est allé y acheter une bière. Je l'ai mis sur mon budget personnel. J'ai dit, parfait, on va aller faire ça parce que là, t'es pas bien. Puis n'importe qui est anxieux, t'arrives à l'urgence, t'as pas envie de rester. Fait que si en plus t'es en sevrage, ça marchera pas. On a fait un appel. J'ai appelé l'ophtalmo de garde pour expliquer la situation et dire voici, madame, ça n'a pas bien été la dernière fois, mais est-ce qu'on peut s'assurer? Inquiétez-vous pas, moi, je vais faire le suivi au congé. Je vous demande juste d'intervenir là-dessus. On a appelé l'urgento pour dire on vous envoie madame. Inquiétez-vous pas, on l'a fait boire avant. Elle va être moins stressée, mais s'il vous plaît, on a fait signaler l'ophtalmo quand on arrive, on va avoir de besoin. Êtes-vous capable de vite expliquer la situation? Et donc,
Et savez-vous quoi? À parler à mes collègues qui étaient toutes débordés, je sentais que, en expliquant la situation, en ayant fait des actions au préalable, je sentais que j'aidais à diminuer un peu leur impuissance à eux aussi, puis leur vulnérabilité de dire que tu veux qu'on fasse dans des cas qui sont souvent impossibles. Et donc, c'est un peu notre rôle aussi, pour les gens en médecine dans la salle, là, les pétales CanMed, là, où est-ce qu'il faut apprendre à faire de l'advocacy pour nos patients. Bien, c'est un rôle professionnel aussi, puis pas juste réveiller aux médecins, mais de dire est-ce qu'on peut accompagner une étape toujours en avant. Okay. Madame Ouimet, auriez-vous quelque chose à ajouter? Oui, bien, ce que Mathieu raconte, ça, c'est des choses aussi qu'on fait beaucoup, là, quand on a un patient qu'on doit envoyer à l'urgence. Moi, je fais souvent signaler le spécialiste de garde, puis pour qu'il soit déjà prêt à recevoir la personne. Moi, ce que je fais, j'avise pas nécessairement l'urgentologue, j'avise l'infirmière au triage. Chacun sa traque. Chacun sa traque. Entre infirmières. Donc, moi, souvent, je vais appeler l'infirmière de triage pour aviser de l'arrivée. Puis, nous, on a la chance, avec Médecins du Monde, d'avoir des navigateurs autochtones qui font l'accompagnement de nos patients à l'urgence ou des choses comme ça. Là, c'était quoi la question? Mon petit TDA. Quels sont les pièges individuels et collectifs à éviter lors des interventions sur le terrain? Oui, bien, c'est aussi... C'est correct, hein? Il n'y a pas d'examen. Non, mais à je fais juste penser quand souvent on a... Moi, il y a des résidents qui viennent dans ma clinique, qui viennent faire du shadowing, puis après, qui font un peu pour voir c'est quoi travailler avec notre monde. Les pièges à éviter, c'est de rester dans... Là, ça va être un peu le contraire de ce qu'on nous enseigne, mais de rester dans sa stature professionnelle. Une personne, Première Nation, Inuit ou Métis, ne fera jamais confiance à quelqu'un qui reste dans son rôle. Puis ce que je fais, moi, souvent, j'ai des patients réguliers. Quand j'ai des résidents qui viennent, je demande à ces patients-là, là, tu vas m'aider aujourd'hui à enseigner à ce résident-là. Fait que le patient va lui-même aussi me faire un feedback sur comment ça a été. Puis souvent, quand c'est des médecins de famille ou des personnes qui viennent faire leur année supplémentaire en toxicomanie puis qui viennent chez nous, ils arrivent avec une stature, un rôle de pouvoir. Donc, il y a quand même un déséquilibre de pouvoir. Puis, ça arrive souvent, mes patients me disent hey, « Elle m'a posé tellement de questions, là. Moi, j'ai arrêté d'y répondre. Elle me posait des questions super personnelles, puis moi, je ne sais rien d'elle. Fait que c'est ça, il faut... chez nous, la façon qu'on fonctionne pour créer le lien de confiance, c'est de connaître l'autre. C'est pour ça, souvent, quand vous allez dans des conférences, puis une personne Première Nation Inuit qui va parler, on va toujours parler de où on vient, de quel clan, de quelle nation. On va souvent expliquer d'où on vient, parce que pour pouvoir être cru et avoir un lien de confiance, il faut qu'on puisse dire c'est quoi nos racines. Mais ce que je comprends de ce que vous dites, c'est en fait, c'est d'humaniser vos rapports avec le patient, avec la personne qui est devant vous, plutôt, puis de laisser peut-être un petit peu votre chapeau de médecin de côté dans ces moments-là. Oui, mais tous les professionnels, en fait, quand on travaille avec des humains, il faut qu'on soit tout le monde un humain à faire ça, en fait. Oui, c'est ça. Je pense qu'éventuellement... On arrive... Oh, je m'excuse. Éventuellement, c'est d'être professionnel, d'user la bonne stratégie par rapport à qui tu veux aider. Donc, parfois, c'est de changer de vocabulaire. Parfois, c'est de faire une introduction différente. Parfois, c'est de se positionner différemment. C'est un geste professionnel que d'adapter et d'apprendre. Pas besoin d'être naturel, juste l'apprendre que... De vous adapter à chacune des situations. Oui, puis ça nous ramène au concept du savoir-être. Puis aussi, on a tous des savoirs, mais il y a des savoir-être de se positionner, d'être... Comment est-ce qu'on rentre en relation avec l'autre, qui est tout aussi fondamental. Tu le décris très, très bien. Puis je pense que ça s'applique pas juste avec les personnes Première Nation, Inuit ou Métis, mais l'ensemble des populations. Puis, voilà. On arrive déjà à la dernière question, chers amis. Alors, quel levier collectif pouvons-nous activer pour assurer santé et sécurité au-delà des actions isolées? Alors, cette fois-ci, j'aimerais m'adresser à vous, Madame Bello. Eh bien, c'est moi qui vais y aller avec les leviers collectifs. Alors, tout un petit défi. Je pense quand même qu'on a perdu un peu de
Puis dans les savoir-être et les savoir-faire, on éduque quand même beaucoup avec la question de la distance professionnelle. Puis je pense que ça, il y a quelque chose à retravailler là, autour de la rencontre et de la relation à développer, notamment en itinérance. Donc ça sera un premier levier pour les formations. Comment permettre aux étudiants et aux futurs professionnels de jauger la distance et de ne pas avoir une distance préétablie, professionnalisante dans un savoir-faire. Le deuxième, c'est aussi la solidarité. On est en situation de crise aujourd'hui. Comment on replace une protection sociale qui fait du sens au Québec? On est quand même une société riche, une société injuste à l'égard des personnes les plus vulnérables. Et comment on rétablit leurs droits, en fait. Souvent, on va dire que l'itinérance, c'est aussi une question de dignité, mais c'est ça. Et ça commence toujours par ces relations-là. La dignité d'une personne qui, au quotidien, est en mode survie, doit exercer de l'hypervigilance. Et ça, on n'a pas décliné non plus, on a décliné les Premières Nations, mais les femmes en situation d'itinérance, à quel point elles sont encore plus vulnérables et ignorées, et jugées, stigmatisées. Et on sait à quel point toutes les nuits à Montréal, tous les soirs, les refuges refusent des personnes et refusent des femmes qui vont rester dans la rue. Et donc, je pense que le levier collectif, c'est aussi un appel à la solidarité. Monsieur Shore, c'est à vous que j'aimerais donner le mot de la fin. Si vous avez une façon de conclure la discussion, ce serait à votre tour. Merci. Oui, bien, j'ai quelque chose à dire. Je vais tirer sur le commentaire d'ouverture de M. Daguerre, qui a utilisé l'exemple de avoir les jeunes policiers apprendre sur la code de vie de la rue. Et ça, pour moi, c'est clé. C'est vraiment la chose qui est importante parce que dans la rue, malgré que ça paraît comme anarchie à tout le monde, il y a quand même des valeurs très saines en termes de assurer la sécurité de ton copain. Notre dignité et notre intégrité sont mis de l'avant. De toujours comme soit honnête avec nous-mêmes et notre entourage sur qu'est-ce qui se passe là. Et on se voit comme le monde dans la rue, ils chicanent fort pour 5 minutes. Puis tout d'un coup, ils sont des meilleurs des amis. C'est juste une manière de clairer l'air quand il y a une différence d'opinion. Et là, ils continuent après, ils maintiennent leur relation. Il y a aussi le côté qui est un peu plus difficile pour nous. Parce qu'ils ont des règles qui sont un peu plus lousses, ils sont beaucoup plus débrouillards, ils sont très créatifs dans la manière qu'ils percevoir les choses et qui va chercher à répondre à quelque chose. Et je pense, pour nous aussi, on peut bénéficier de cet esprit de créativité, de brillardise dans nos interventions et de, faire le processus de relation. Reste là et présent pour le chicane, jusqu'à la temps que tu es devenu ami encore. C'est aussi de... comment je peux dire ça? C'est aussi de collaborer dans une manière où c'est pas une planification pour la future. Parce que dans la rue, la future est vraiment, vraiment comme pas garantie, genre. Donc, on planifie quand on a un problème, mais on planifie dans le court terme. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux accomplir maintenant? Et si tu peux faire pas par pas, étape par étape, tes décisions dans cette manière, là, on est vraiment dans une position de bien encadrer la personne et bien répondre à ses demandes, même si à nous, le petit pas d'aujourd'hui, ça ne semble pas beaucoup, ni une solution,
mais pour lui, c'est valide dans son contexte. Et donc, je pense que c'est ce genre de créativité qu'on veut encourager. Bien, merci pour cette belle conclusion. On arrive déjà à la période de questions, donc la parole est à vous maintenant. Donc, préparez vos questions. Je vais vous demander de lever la main quand vous êtes prêts, de vous identifier à quel organisme vous appartenez et de nous dire à qui s'adresse votre question. Et Annie et Isabelle vont aller près de vous avec les micros. Merci. Bonjour. Je vais reprendre l'expression de Mme Bello concernant le millefeuille qui manque de crème pâtissière. Et vous avez parlé, et c'est intéressant parce que quand il y a un millefeuille et de la crème pâtissière, ben, il faut parler en termes comme de la concertation et de l'intersectorialité. Qui sont des termes que je trouve, que j'espère vouer au passé, parce que en fait, ça devient un secteur d'activité qui devrait avoir son existence propre. Et vous avez mentionné l'importance qu'il y ait un leadership ou un chef d'orchestre. Selon vous, quelle forme ce type de leadership pourrait prendre et d'où devrait-il venir? C'est pas gentil. C'est pas gentil, hein? Alors, si on s'en tient à la Constitution, ça devrait être le palier provincial, puisqu'il a en charge la santé et les services sociaux. Mais je pense que ça prend du leadership à plusieurs niveaux, en fait. Effectivement, si on s'en terme au plan constitutionnel, c'est santé, services sociaux qui devraient être là, dans la mesure où la fonction logement du fédéral est quand même subsidiaire. Mais je pense qu'il faut des leaderships à tous les niveaux. Au niveau local, d'un quartier, au niveau d'une ville comme Montréal, d'arrondissement de ville, mais en région aussi. On n'a pas parlé des régions, mais c'est encore un autre défi. Mais qui doit être le chef d'orchestre? Je ne suis pas convaincue que ça doit toujours être le même. Localement et régionalement. Parfois, ça devrait être le milieu communautaire, parfois, ça devrait être le réseau. Et je pense que c'est ensemble, en fait, dans la collaboration, qu'on devrait définir qui devrait être le chef d'orchestre et faire la concertation. Mais oui, ça devrait être aussi au provincial d'en faire pas mal plus qu'il n'en fait. J'ajouterais, très pratico-pratique, il y a un peu de temps que ça sort du leadership du médecin qui veut bien. Et on compte beaucoup sur ça. J'ai la chance d'avoir des professionnels, mais l'infirmière qui ne peut pas, l'ergo qui ne peut pas, et pourtant je vois du leadership, je vois une capacité de réflexion d'innover. Et tout mon respect pour les médecins, bien évidemment, mais le leadership dans les organisations, d'essayer des nouvelles choses. Des fois, j'ai goût de dire, ça prend juste une PDGA qui veut bien. Puis essayer, peu importe l'organisation en tant que telle, qui fait confiance, puis au pire, on se trompe. Puis on peut pas faire pire. Là. Parce que... oui, mais... Excusez. Oui, parce qu'un leadership sans moyens, on aura beau vouloir des choses, puis je suis particulièrement préoccupé par ce qui s'en vient dans les prochains mois avec les orientations de notre réseau de santé, du moins en première ligne. Là, je ne suis pas en train de faire une déclaration concertée, mais je me préoccupe quant à cette possibilité d'avoir les moyens de se déployer de façon cohérente en prenant le temps nécessaire, d'adapter notre temporalité dont tu parlais. Farron, d'être capable de dire on est dans l'ici maintenant, puis la personne arrive en retard, mais sa plage de 10 minutes est passée. Ben, comment est-ce qu'on fait sens de tout ça? Là? C'est à votre tour, Mme Ouimet. Oui, bien moi, j'avais un exemple avec un peu de ce que tu disais. Avant, moi, j'habitais à Québec, puis avec un des organismes autochtones, on voulait monter une clinique de proximité autochtone avec IPS. Dans Québec, au centre Mamuc. On a eu l'écoute tout de suite du CIUS, le PDG du CIUS. Dès qu'il y avait... La volonté était là. Donc, ça s'est fait. Quand je suis arrivée à Montréal, on a voulu partir la même chose. J'ai rencontré des gens du CIUS Centre-Sud, pour ne pas les nommer, et on m'a répondu,
Bien, les Autochtones, s'ils veulent des services, ils ont juste à faire comme tous les Québécois. C'est ce qu'on m'a dit. Fait que... C'est les choses à travailler. Ça fait 3 ans. Oui, oui. Il y a vraiment comme une question de perspective, là. De mon côté, je suis comme... Mais clairement, tu sais, la consultation, c'est à nous, les citoyennes. On vit dans une démocratie, on se mobilise et on change des choses. Pas besoin d'avoir comme un leader en haut qui nous dit quoi faire. Tu sais, c'est à nous. On a l'expertise sur le terrain. C'est l'espèce d'idée, souvent, que tout doit passer par le médecin, avec tout le respect que j'ai dit pour les médecins, mais qu'aucune décision peut être prise si le médecin ne veut pas ou il veut, pour référer pour telle affaire. Non, il faut que ce soit le médecin. Non, même si c'est le physiothérapeute qui est bien meilleur pour trouver c'est quoi le problème. Non, il faut que ce soit le médecin qui prescrit l'IRM. Tu sais, on pourrait tous être des professionnels de première ligne, quelle que soit notre profession, puis référer à l'autre professionnel quand on sent que c'est le besoin qui doit aller là, et non parce que le pouvoir est juste entre les mains d'un professionnel. Donc, il faudrait qu'on concerte un peu plus nos champs de pratique, puis occuper tout notre champ de pratique. Parce que les infirmières, en ce moment, là, on n'occupe pas tout notre champ de pratique. Une infirmière clinicienne à l'hôpital, il y a plein de choses qu'elle n'a pas le droit de faire, mais qu'elle a le droit de faire, selon son code de déonto puis son champ de pratique. Pourquoi on interdit à des infirmières de faire des choses quand c'est son champ de pratique? On devrait laisser aux infirmières tout le champ de pratique qu'elles peuvent faire. On n'aurait pas l'idée de faire ça à un médecin, mais en milieu hospitalier, on le fait aux infirmières. En milieu communautaire, on le fait aussi. On coupe les ailes aux infirmières qui ont un champ de compétences qui est beaucoup plus grand que qu'est-ce qu'on leur laisse faire. Déjà, il y a une sortie du président de l'OIQ à propos de ça, mais je trouve qu'il manque de leadership de la part du gouvernement de toujours dire un médecin de famille. Puis là, on commence à dire les IPS aussi, mais nos conditions, les IPS, là, on a les mêmes conditions que toutes les infirmières aussi. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire parce que, il faut que ça soit réglementé. Juste de pouvoir, nous, les IPS-PL, on pouvait faire des diagnostics santé mentale simples jusqu'en 2021. On nous les a enlevés pour dire que c'est juste les IPS-SM, mais il n'y a pas d'IPS-SM. Il y en a une quarantaine dans tout le Québec, là, en ce moment. Là, on a encore besoin de se référer à un médecin pour faire un diagnostic d'insomnie, un diagnostic de troubles de conso, un diagnostic de n'importe quoi, troubles d'adaptation, anxiété. Mais ça freine clairement vos élans. Bien, ça freine les infirmières, les IPS première ligne. C'est une niaiserie, là, parce que là, il faut qu'on fasse des impressions, là, qu'on contacte le médecin pour qu'il le confirme. C'est comme perdre du temps là, qui coûte cher à l'État. Ça fait qu'ils n'ont pas accès. Parce que ça, là, ça fait que ça retarde l'accès aux patients. C'est ça. Ben oui, c'est un service vicieux, bien sûr. Fait que, dans le fond, il faudrait qu'on laisse le champ de pratique à toutes les professions d'occuper tout leur champ de pratique, puis de travailler ensemble, plutôt que de limiter tout le temps. En tout cas, ça, c'est mon petit commentaire éditorial d'infirmière. Vous avez tous répondu à la question, c'est bien. Est-ce qu'on a une autre question? Allez. Oui, bon. Ça va? Oui. Bonsoir, je suis Maurice Godreau, je suis président du Collège des médecins du Québec. Merci beaucoup. Moi, c'est un commentaire plus que... c'est un commentaire, mais une demande aussi. Le commentaire, bien sûr, merci. Félicitations pour avoir eu cette idée de cet événement-là. Merci pour nous partager vos expériences et nouvelles façons de faire, puis comment on pourrait améliorer les choses. Le Collège des médecins du Québec est devenu un acteur social important, un acteur social qui se prononce sur des grands enjeux sociétaux liés à la santé, avec un pouvoir d'influence notable. On s'est prononcé au cours des dernières années sur plusieurs enjeux sociétaux, sur des projets de loi, sur les stérilisations imposées aux femmes autochtones, sur le principe de Joyce, sur la place du privé en santé, sur les stérilisations imposées aux femmes autochtones. Mais on ne s'est jamais prononcé sur l'itinérance. Et là, je pense que c'est le temps de le faire. Je vais proposer cela au conseil d'administration du collège au cours du prochain mois pour qu'on fasse ça au cours de l'année 2026. Mais ça, c'est le commentaire.
La demande maintenant, je vais avoir besoin de vous autres, on va avoir besoin de vous pour que vous nous aidiez à réfléchir et à proposer un positionnement officiel du collège au cours de la prochaine année avec un plan d'action pour partager comment on pourrait améliorer les choses. Et ne soyez pas inquiets, tout cela en collaborant aussi avec les autres intervenants du réseau de la santé. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci beaucoup pour ce beau commentaire, cher monsieur. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer? Bonjour. Mon interrogation s'adresse à vous tous, à toute la gang. Je me demandais, est-ce qu'il y a possibilité ou est-ce qu'il y a déjà eu une tentative de recruter sur la rue un partenaire, à part vous, M. Shore, mais un partenaire qui pourrait accompagner un travailleur social pour que la connexion soit plus facile avec certains lieux d'itinérance. Parce qu'on sait que ça marche ici, bien sûr, vous savez, en partenariat de soins et d'éducation, mais je me demandais, on peut-tu faire ça aussi au niveau de la rue? Ben, moi, je peux donner... Tu as quelque chose à dire? Oui, ouais. C'est ça, j'avais tendance à envoyer la question. En ce moment, ben, il y a plusieurs organismes autochtones qui déploient tout le concept de père aidant sous forme de navigateurs autochtones. En fait, c'est souvent des personnes qui ont une expérience vécue, qui ont un recul de ce qui se passe. Et ces navigateurs-là, c'est les personnes qui vont accompagner aussi la personne qui a besoin de voir quelqu'un consulter tout ça. Et souvent, nos navigateurs vont agir aussi comme faire de l'advocacy aussi pour le patient, connaissent un peu mieux le système, les rouages du système, donc tu es capable d'expliquer au patient aussi c'est quoi les choses. Donc, c'est vraiment un peu comme ton avocat privé, là, un peu qui t'aide à t'orienter. Sinon, il y a un autre organisme qui s'appelle ISWP, qui est un organisme de rue, qui est autochtone. C'est un programme de réinsertion. Donc, c'est des personnes qui vivent de l'itinérance, qui sont des intervenants. Donc, ils ont des shifts de 4 ou 5 heures par semaine qui vont avec le chef d'équipe, ils font de l'accompagnement, puis ils sont dans la rue, puis ils aident les gens. Mais c'est des personnes qui vivent encore cette situation-là, puis qui vivent aussi des enjeux santé mentale, consommation, violence. Donc, c'est pas toujours facile, mais c'est quand même un organisme... Ça fonctionne. Puis auprès des jeunes en situation de rue, ça fait 25 ans en fait qu'il y a des pères aidants dans des programmes de prévention des ITSS souvent, là, mais qui apportent justement cette vision de santé globale, non pas encarcanée dans juste l'ITSS. Là. Mais oui, il y en a, mais au plan de l'itinérance adulte, c'est beaucoup plus récent quand même. Parce que souvent on a vu, puis dans la personne qui s'en sortait, elle devenait bénévole. Elle devenait pas père aidant ou partenaire. Il a fallu aussi ce chemin par le patient partenaire, etc., pour que ça redescende. Puis c'est souvent ça qui a bloqué en fait un certain nombre d'initiatives de père aidance à la place de bénévolat. Donc c'est des choses qui se sont mélangées, mais c'est parti par les jeunes en fait en situation de rue au départ. Ben, je pense. Ça marche ici, ça marche très bien ici. Au niveau académique, je sais pas quoi, puis ça pourrait avoir une essence de la rue aussi. Tout à fait. Oui, et ça l'a. Ouais. Ben, moi, je trouve que c'est un concept intéressant que vous avez décrit. Puis, comme vous dites, moi, je pense que ça peut les valoriser aussi, tout à fait. Évidemment, là, de se sentir utile. Puis... compléter une chose, c'est que, en fait, en itinérance, quand je dis en itinérance, parce que je ne suis pas l'hébergement hommes, femmes traditionnels, le refuge, l'accompagnement en logement. On n'a pas été bien bon pour développer ça. On a pendant que tout ça se développait, on n'a pas écouté ceux qui le faisaient bien, c'est-à-dire souvent les populations autochtones, souvent les organismes en dépendance. Puis pendant qu'on se démêlait d'ouvrir, fermer des ressources dans les dernières années, le réseau de la santé aussi s'y est mis. Il y a des pères aidants dans plusieurs des équipes du réseau. Le CHUM est aussi, j'entends un désir, puis on voit, là, c'est à nous de rattraper en itinérance
particulièrement hébergement, mais logement aussi dans ce thème, ce qui explique ma présence au moment X. Et là, ça devient un rapport beaucoup plus, en fait, moins lourd à porter pour quoique c'est lourd comme situation, mais moins lourd à porter. Et il faut poser la question pour avoir la réponse d'abord. Ouais. On aurait pu vous écouter comme ça pendant des heures, tellement votre discours est intéressant, mais je pense qu'on a déjà beaucoup dépassé le temps qui nous était alloué. Alors, Annie et Isabelle, je vais vous inviter à venir dire votre mot de la fin. Donc, tout d'abord, Annie et moi, on souhaite vous remercier, chers panélistes, chers conférenciers. Linda, merci. Donc, vous avez contribué au succès de la soirée de ce soir. On souhaite aussi maintenant remercier chaleureusement tous les doyens et doyennes qui rendent possible cet enseignement de la collaboration interfacultaire et aussi qui sont un bon exemple de collaboration au sein même du milieu académique, puis qui rendent l'enseignement de la collaboration vraiment d'une façon unique à l'Université de Montréal. Donc, il y a Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences, Jean-François Bouchard, directeur de l'École d'optométrie, Hugo Chiabouro, doyen de la Faculté de médecine dentaire, Patrick Cossette, doyen de la Faculté de médecine, Simon Dedenu, doyen de la Faculté de pharmacie, et Sylvie Dubois, doyenne des sciences infirmières. On aimerait ça aussi souligner le travail exceptionnel de l'équipe des communications de la Faculté de médecine et toute l'équipe de soutien technique aujourd'hui qui ont rendu possible l'organisation de cet événement, avec un merci spécial à Isabelle Lavigne, Anne-Laure Manfé et Jean-Pierre Dion qui nous accompagnent depuis le début de la planification de cet événement. Maintenant, on vous invite à poursuivre les conversations au cocktail qui va débuter à l'instant à l'Agora du 3e étage, juste ici. On a hâte d'échanger avec vous, puis on vous dit à la prochaine.